Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Clio 4 RS de 2014. Les amis, on se retrouve donc de nouveau pour le test d'une Clio RS. Et ça, c'est de nouveau possible grâce à Laurent, un abonné, et plus que ça, même un ami, qui, comme a déjà de nombreuses reprises, il m'a prêté donc cette Clio RS. Et vous allez voir que celle-ci a quelques particularités, car c'est un modèle qui vient directement du Japon. Donc forcément, si vous êtes intéressé par ce genre de voiture, vous avez déjà vu plein de tests. J'ai testé la Clio 2 RS, dans différentes versions d'ailleurs. J'ai testé la Clio 3 RS. Et aujourd'hui, donc, nous voilà dans la 4e génération. Et vous avez peut-être même déjà vu une vidéo où j'étais dans une Clio 4 RS Trophy sur le circuit de Croix-en-Ternois. C'était il y a maintenant plusieurs années. Un de mes abonnés m'avait permis de faire ce test. Aujourd'hui, un test très différent, vu que déjà on n'est pas sur la version Trophy, il s'agit d'une Clio 4 RS de base. Et surtout, on va faire le test non pas sur circuit, mais sur le même tracé route que j'utilise habituellement pour tous les autres tests. Donc je rappelle bien évidemment que la Clio, c'est une citadine plutôt compacte. Vous la connaissez forcément. En France, c'est une des voitures qui se vend le mieux depuis qu'elle existe, donc depuis très longtemps. Et la finition RS pour Renault Sport, c'est la version la plus balèze, la plus sportive. Même si sur cette 4e génération, il y avait deux finitions différentes. La RS normale, celle que je vous présente aujourd'hui, donc qui développe 200 chevaux. Et il y avait la RS Trophy que j'avais essayé sur circuit, qui elle développe 220 chevaux. Mais dans les deux cas, ça reste la même base mécanique. Donc au niveau esthétique, cette Clio 4 RS, malheureusement, ne se distingue qu'assez peu de la Clio 4 de base. La version RS, bien sûr, vous avez un logo RS à l'avant, en dessous du sigle Renault. Vous avez un genre de diffuseur à l'arrière. On a des jantes différentes. Enfin, il y a 2-3 petites finitions comme ça qui trahissent le côté sport. Mais c'est vraiment très très peu. La voiture est très discrète, très sobre, d'autant plus dans ce coloris noir que je vous présente aujourd'hui. Donc ça, c'est peut-être un reproche que je pourrais faire à cette 4e génération de Clio RS, c'est qu'elle ne se distingue pas assez de la version de base. Ensuite, au niveau mécanique, bien sûr, on a un moteur assez puissant. Sur cette 4e génération de Clio RS, on a un moteur turbo. Il s'agit toujours d'un 4 cylindres en ligne. Ce coup-ci, donc c'est un 1,6 litre, contrairement au Clio 3 qui avait un 2 litres. Là, donc c'est un 1,6 litre turbo et il développe donc 200 chevaux sur cette version RS. Et je le rappelle, donc 220 chevaux pour la Clio 4 RS Trophy. Et surtout, au-delà de la puissance, ce qui change beaucoup entre la 3e Clio RS et cette 4, c'est les valeurs de couple qui sont différentes, car là on est sur un moteur turbo compressé et donc on a la valeur de couple maximum qui arrive à partir de 1700 tours, donc c'est très 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 bas en régime et forcément ça fait que le comportement moteur n'a rien à voir avec l'ancienne qui avait un 2 litres Atmo. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette Clio vient du Japon et là-bas, cette voiture n'est pas appelée Clio, elle a été rebaptisée Lutetia en référence à Lutèce, donc connotation française bien évidemment. Et donc là on peut dire qu'on est sur une Lutetia 4 RS. Et ce qui trahit bien sûr son origine japonaise, c'est déjà tous les stickers écrits en japonais un peu partout dans la voiture. Et deuxièmement, j'ai le volant à l'anglaise. Au Japon, il roule de la même façon qu'en Angleterre ou en Australie. Donc on a le volant à droite. Donc si vous connaissez la Clio 4, forcément cette version RS ne va pas vraiment vous surprendre. C'est extrêmement facile à utiliser en centre-ville.
on est bizarrement pour moi assis relativement haut et les espaces vitrés sont bons. D'ailleurs, une des particularités de cette 4e génération de Clio RS, c'est que maintenant c'est une voiture à 5 portes et non plus 3 portes comme précédemment. Et j'ai l'impression que ça la rend encore plus facile au quotidien, encore plus, comment dire, encore plus daily. C'est un terme qu'on utilise beaucoup, hein, donc utilisable au quotidien, daily. Et c'est une voiture qui est vraiment très très facile. Lorsque vous êtes comme moi en centre-ville à rouler à faible allure, eh bien, il n'y a aucune difficulté. C'est ultra facile, ultra, rapide à la prise en main, il n'y a aucune difficulté. Et même les angles morts sont finalement relativement faibles. On a bien sûr les montants qui sont un petit peu imposants à l'avant, mais il y a plein d'espaces vitrés et j'ai une vision autour de moi correcte. Les rétros sont suffisamment grands. Forcément, la lunette arrière est un peu étroite, mais mis à part ça, on voit assez bien ce qui nous entoure. La seule chose qui me surprend, c'est finalement l'impression d'être dans un véhicule plus gros que ce que c'est réellement. Ça reste une Clio, c'est pas monstrueux, mais il faut savoir que cette Clio 4, à l'époque où elle est sortie, c'était la plus grosse des Clio. De génération en génération, les Clio sont toujours un peu plus grandes. Parlons maintenant un peu de l'ambiance à bord. Donc, vous voyez déjà que c'est très très sombre. On a beaucoup de plastique ou de tissu en gris foncé ou noir. On a juste le ciel de toit qui est en gris un peu plus clair. Et forcément, vu qu'il s'agit d'une version RS, on a quelques détails qui ramènent un peu de chaleur et de sport. On a du rouge déjà sur le volant, on a des surpiqûres au niveau des coutures, on a les entourages d'aération rouge, on a du rouge aussi sur les accoudoirs, on a les sièges bien sûr qui sont spécifiques à cette version RS avec des surpiqûres rouges également, même chose pour la banquette arrière. Enfin, c'est des petits détails qui apportent un petit peu plus de contraste, un petit peu plus de chaleur, mais malheureusement l'ambiance à bord reste quand même très très austère, ça manque de fun. Par contre les sièges, ils sont quand même assez baquets. Ça c'est plutôt bien. Vous voyez à l'avant, donc ce sont des sièges en tissu et les montants remontent suffisamment haut pour qu'on ne soit pas ballotté dans le véhicule. Et tant mieux bien sûr sur une version RS. On est là quand même pour aller un petit peu vite. Mais c'est vrai que la qualité globale n'est pas délirante. Après, il ne faut pas oublier que lorsque ce véhicule était encore commercialisé, j'en bafouille, eh bien, c'était pas si cher que ça. On pouvait avoir une Clio 4 RS pour 26-27 000 euros sans option. Maintenant, ce serait impensable d'avoir une voiture de ce genre à un tarif aussi bas. Une autre particularité de cette Clio 4 RS, c'est qu'elle n'était disponible qu'avec une boîte automatisée à 6 rapports. Donc c'est une boîte à double embrayage, la DCE, si je ne me trompe pas. Et pour l'instant, donc en utilisant le mode automatique, ça se passe très très bien. On sent que ça a été conçu aussi pour le quotidien, faire un peu de l'éco-conduite. Ça monte jamais trop haut dans les tours, ça fait assez peu de bruit. Pour l'instant, en utilisation normale, j'ai pas grand chose à reprocher à cette boîte. Et vous allez voir bien sûr que si on le désire, on peut également forcer le passage des rapports avec les palettes qui sont derrière le volant. Les amis, comme d'habitude, on va tester les performances, l'accélération 0 à 100 avec ce modèle. Donc je viens de vous le dire, on a une boîte automatisée à double embrayage. Pour le test d'accélération, je ne vais pas utiliser les palettes, je vais laisser la boîte toute seule, elle va se débrouiller. Par contre, on a deux modes sur cette voiture. On a le mode normal et on a aussi un bouton ARS Drive. Et quand on appuie dessus, vous allez peut-être l'entendre, là j'appuie. Ça nous met un voyant Sport et Renault Sport au tableau de bord et on sent que la sonorité devient un petit peu plus rauque.
Logiquement, en se mettant sur le mode sport, ça doit passer les rapports un peu plus haut et ça doit maximiser l'efficacité du véhicule. Donc ce que je vais faire une première fois l'accélération en laissant la voiture en mode normal. Et dans l'autre sens, je me mettrai en mode sport afin de voir s'il y a une réelle différence. Et donc, je ne peux pas être mis en cause sur le passage des rapports, je vais juste mettre pied au plancher. Donc cette voiture, je rappelle qu'elle développe 200 chevaux et elle pèse 1,2 tonne. Le poids n'a pas vraiment évolué entre la Clio 3 RS et la Clio 4 RS, alors que le moteur est plus petit. Allez, c'est parti. Donc là, je suis sur le mode drive classique, sans le mode sport. Et je vais juste mettre pied au plancher. Il n'y a personne. C'est parti. Ouais, ça prend des tours. Et 100. Donc la sonorité est assez surprenante, hein. On n'entend pas grand-chose depuis l'intérieur. On entend des souffles, plutôt des bruits mécaniques, mais le son vraiment de l'échappement, on l'entend qu'assez peu. C'est quand même relativement performant, mais on n'est pas non plus cloué au siège. Maintenant, un petit demi-tour. Donc il n'y a personne. Je signale néanmoins ma manœuvre. Je braque à fond. Il y a bien évidemment une direction assistée sur ce modèle. La voiture fait un petit peu plus de 4 mètres de long et j'arrive donc à remanœuvrer en une seule fois. Ça braque plutôt bien. Et j'ai oublié de le préciser, mais bien évidemment, cette Clio, comme toutes les autres Clio, est une traction. La seule Clio qui est en propulsion, c'est la Clio 2 V6. Maintenant donc, je passe en mode RS, donc Renault Sport. On a la sonorité de l'échappement qui a un tout petit peu changé. Et je ne sais pas en fait si ça change vraiment la tonalité dehors ou si c'est juste un amplificateur à l'intérieur. J'ai pas l'impression, du moins quand je l'ai enregistré tout à l'heure, j'ai pas eu l'impression que ça changeait quoi que ce soit dehors. Et c'est... Et c'est reparti, donc de nouveau pied au plancher et ensuite je teste le freinage. C'est parti. Ça monte beaucoup plus haut dans les tours. Et 100. Et maintenant je freine. Alors là, le freinage, la sensibilité, je la trouve vraiment pas terrible. On a l'impression que c'est assisté à mort. On n'a pas un bon feeling sur le freinage. Je ne vais pas dire que les performances sont mauvaises sur le freinage, ça freine très convenablement, mais on n'a pas une précision comme j'aime bien avoir. Ça manque de feeling, le ressenti n'est pas terrible. Il faut quand même appuyer relativement fort, mais une fois qu'on a appuyé fort, on ne sent pas exactement... Comment dire, si notre appui a une incidence directe ou si c'est pas assisté, c'est assez dommage. Alors peut-être que là, c'est parce que la voiture n'a pas été utilisée fort sur les freins depuis longtemps et que donc ça manque de précision, c'est pas impossible. Mais je me souviens pas avoir eu ce sentiment quand je l'avais utilisé en version Trophy sur circuit. Ça me surprend un petit peu. Bon, pour le reste du test, je vais me laisser en mode sport, du moins pour l'instant. On entend que ça chante un petit peu plus à l'échappement. Enfin, la sonorité qu'on a depuis l'intérieur est un petit peu plus élevée. Et surtout, ça passe les rapports à un petit peu plus haut régime. Allez, de nouveau, un rond-point. J'accélère un petit peu. Oups! Ouais. Ça marche bien, mais le problème c'est que peu importe qu'on soit en mode normal ou en mode sport, la sonorité n'est jamais dingue et ça manque finalement un peu de sensation. On sent que la voiture est capable d'aller vite, elle demande que ça d'ailleurs. Par contre, on se retrouve à des vitesses
et assez élevé, et on a finalement l'impression d'aller moins vite que la vitesse réelle. Et vous savez que moi, ce que j'affectionne, c'est l'inverse. Je préfère une voiture qui va pas forcément très vite, mais qui donne très rapidement des sensations, que là, c'est l'inverse. On va vite, mais on n'a pas l'impression d'aller vite. C'est un petit peu dommage. Bon, pour revenir sur la finition intérieure, je vous ai parlé des surpiqûres et des couleurs. Maintenant, parlons un peu de la qualité des plastiques. Donc, vous voyez que ce soit sur les portes, sur le tableau de bord, ou globalement partout, on a des plastiques unis en termes de couleurs, et ils sont la plupart du temps durs, pas jolis, ni agréables au toucher. Il y a juste tout ce qui est au tableau de bord qui est un tout petit peu moussé, mais finalement, vu que c'est esthétiquement exactement la même chose que les plastiques durs qu'on a sur les portes, eh ben, on a l'impression qu'il va s'agir de plastique dur, alors que non, ils ont quand même mis une texture un peu moussée. Et c'est dommage. La seule partie en noir laqué, c'est la console centrale avec les aérations et l'infotainment. Ça manque de nouveau d'un petit côté sport, un peu de carbone, un peu de cuir, un peu de quoi que ce soit, quoi. Là, on sent que c'est vraiment brut. C'est un petit peu dommage. Les exceptions sont bien sûr le volant qui lui est en cuir sur piqûre rouge avec un beau logo RS. Par contre, l'airbag en plein milieu prend énormément de place, je trouve ça assez inesthétique. Et on a également le sélecteur qui est avec un entourage rouge, un petit peu de chrome, il n'y a pas de logo RS dessus. Et à la prise en main, il est agréable ce sélecteur, mais de nouveau, c'est pour une boîte automatique, hein. C'est pas une boîte mécanique, hein. Alors là, vous entendez, je suis sur des pavés, ça résonne un petit peu dans la voiture, mais rien de très désagréable. Depuis tout à l'heure, je suis toujours en mode RS, hein, en mode sport. Donc la boîte de vitesse passe les rapports un peu plus haut. Je vois que ma conso instantanée a vraiment grimpé, hein. En roulant cool, on peut espérer faire du 6 litres 5, 7 litres au 100. En mode sport, à mon avis, c'est tout de suite au moins 2 litres de plus, hein. C'est quand même utilisable en ville en restant en mode sport, hein. Il n'y a pas réellement de difficulté. C'est juste que ça ronronne tout le temps un peu plus parce qu'on est à plus haut régime. Est-ce que c'est réellement nécessaire ? Non. Mais ça apporte un petit peu plus de sensation. Quand on est vraiment en mode normal, la voiture est hyper aseptisée. Si vous aviez vu mon test de la Trophy sur circuit il y a quelques années, vous devez vous souvenir que cette version avait toute une télémétrie disponible depuis l'écran central. On avait plein d'infos concernant nos chronos, les performances, des paramètres de la voiture. C'était hyper complet. Et bien sur cette version de base, on n'a rien de tout ça. L'écran est juste là pour la radio, la musique, les appels téléphoniques et quelques réglages. Malheureusement, c'est extrêmement simplifié. On n'a pas du tout le côté fun et ludique qu'avait la version Trophy que j'ai testée la dernière fois. Alors ici, nous arrivons sur un Dodane. Je suis à 30 km/h. Alors forcément, c'est une version RS, donc c'est ferme, mais je trouve pas ça tape-cul. Moi, j'ai l'habitude de rouler dans des voitures qui ont des suspensions très très raides et qui sont même à considérer comme tape-cul. Ici, non, c'est tout à fait tolérable. De nouveau, vous pouvez envisager d'utiliser cette machine au quotidien sans le moindre problème. C'est un bon compromis. Allez, encore un Dodane. Ouais, vous voyez que ça bouge quand même un petit peu, mais ça reste ferme. J'aime beaucoup les suspensions sur cette voiture. Et j'arrive justement dans une succession de virages, mais je reste en mode automatique. Allez, c'est parti, j'accélère fort. Et je freine. Alors de nouveau, faut pas hésiter à appuyer fort. Et quand on appuie fort, finalement, on arrive rapidement au seuil de déclenchement de l'ABS. Dans les virages, ça ne bouge pas.
On peut réaccélérer en plein virage, braquer. Franchement, c'est ultra perf en fait. Hein. Le train avant encaisse la puissance sans broncher, même braqué assez fort en plein virage, vous mettez pied à fond sur l'accélérateur, ça dévie pas de sa trajectoire, ça ne sous-vire pas, c'est au niveau de ses appuis, la bagnole ne ballotte pas non plus. Franchement, de nouveau, là, je retrouve quelque chose d'efficace comme j'ai eu la dernière fois sur circuit. Sauf que sur la version Trophy, c'était encore un cran au-dessus en termes de performance et en termes de rigidité de châssis. Là, c'est déjà très sympa. Hein. C'est justement ce qui est intéressant sur cette voiture, c'est les deux phases de la voiture. Vous avez une machine très cool en mode normal que vous pouvez utiliser au quotidien, et à l'inverse, quelque chose de très performant dès que vous mettez le mode sport. Allez, ici, prise d'info, c'est bon. On réaccélère fort. Wouhou! Ouais, et c'est là où est le problème avec cette voiture. Là, je fais une petite accélération un petit peu sympathique, histoire d'avoir quelques sensations. Et quand je baisse les yeux vers le compteur, je me dis, ah oui, finalement, j'étais déjà arrivé à une vitesse largement au-dessus de ce que j'imaginais. Il y a toujours, comme je vous l'ai dit, une différence nette entre la vitesse perçue et la vitesse réelle. Et malheureusement, vous allez plus vite que la vitesse perçue. Lorsque vous avez l'impression d'être à 100, vous êtes déjà presque à 140 ou 150. C'est un peu avare en sensation. Donc ça pousse à rouler bien au-delà des limites. Donc je pense vraiment qu'avec cette voiture, vous prenez le risque de perdre votre permis très rapidement. Ouais, quand on accélère entre 3 et 5 000, boum! Mais ouais, faut pas que je regarde la vitesse. Faut pas que je regarde la vitesse. Et faut pas que je regarde la conso non plus. Parce que forcément, quand vous faites l'idiot, comme je le fais actuellement, la consommation s'envole. Hein. Heureusement, dès qu'on lâche un peu l'accélérateur, celle-ci redescend aussi vite qu'elle s'était envolée. Hein. Je sais que justement, cette Clio 4 RS est plutôt bonne en consommation moyenne. Il est fréquent de voir des témoignages qui disent que ça consomme environ 7 litres au 100 en moyenne, ce qui est vraiment correct. Bon allez, je vais me remettre en mode normal, histoire de reprendre une conduite un petit peu plus raisonnée. Nous allons maintenant arriver sur l'autoroute, j'accélère un petit peu, il n'y a personne, bon il y a quand même un bel angle mort sur le côté lorsqu'on tourne la tête. Donc la prise de vitesse ne pose aucun problème, et là je suis déjà en 6e. Les rapports passent très vite quand on est en mode normal. Et donc là, stabilisé à environ 110, je suis à 2500 tours. Et je consomme environ 8 litres au 100. De nouveau, c'est la conso instantanée. Hein. On va essayer de faire une reprise. Donc là, j'accélère à fond. Ça a redescendu un rapport. 130, 140, 150. Ouais. Ça marche pas mal. Mais vu que j'étais resté en mode normal, l'accélération était contenue, rien de brutal. De nouveau, quand on est en mode normal, on n'a pas forcément l'impression d'avoir un véhicule sport. Il faut absolument se mettre en mode RS pour avoir ce sentiment et prendre un petit peu de plaisir. En mode normal, c'est une voiture presque du quotidien. C'est très banal, très aseptisé. Par contre, je trouve que l'insonorisation globale n'est pas terrible. Dès qu'on commence à dépasser les 100 km/h, on a un peu de bruit d'air. On a aussi des bruits qui reviennent des trains roulants. L'insonorisation, voilà, c'est pas dingue du tout.
Bon, ensuite, pour revenir sur l'esthétique, c'est une voiture maintenant qui a quand même quelques années. Et donc, vous voyez que sur l'éclairage, c'est encore assez moderne en termes de forme, mais tout est alimenté par des lampes halogènes ou à incandescence. Ce sont vraiment, entre guillemets, des technologies un petit peu anciennes. Et donc, je vous l'ai dit plein de fois, hein, c'est une voiture qui s'envisage au quotidien sans difficulté. Pour ça, on a déjà les places arrière, donc la banquette. On peut mettre 3 personnes derrière. Franchement, il y a de la place. En plus, l'accès est simplifié sur ce modèle de 4e génération de Clio parce que maintenant, c'est une 5 portes. Et vous voyez d'ailleurs qu'ils ont essayé de camoufler la poignée de porte dans le haut, juste à côté de la vitre. C'est quelque chose qui se faisait aussi, par exemple, sur des Alfa Romeo de la même époque. Et en plus donc d'être une véritable 5 places, eh bien, vous avez quand même des rangements sur ce véhicule. Le principal étant bien sûr le coffre. Celui-ci est assez profond. En dessous du seuil du coffre, vous avez juste quelques outils. Et vous pouvez rabattre très facilement les sièges. C'est un système 2 tiers, 1 tiers. Ça se fait très très rapidement. Et ensuite, si nécessaire, on a aussi quelques petits rangements à l'intérieur. On a déjà des vides-poches dans chacune des portes, aussi bien devant que derrière. On a une petite boîte à gants, elle est vraiment petite et en plus la finition n'est pas belle, elle est juste avec un plastique assez bas de gamme, il faut l'avouer. On a un petit vide-poche juste ici où actuellement j'ai mis mon téléphone et dans le prolongement de la console centrale, on a de quoi mettre quelques pièces et des portes gobelets. Et derrière, on a, comme je vous l'ai dit, également des rangements dans les portes. On a également un porte-gobelet pour les personnes derrière. Et c'est à peu près tout. Finalement, pour profiter un petit peu du bruit de l'échappement, même en mode normal, j'ai ouvert légèrement les fenêtres arrière. Et là, ça me permet d'entendre un petit peu le petit feulement quoi, de ce moteur. C'est vrai que si je ferme tout, c'est très 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 calme. C'est d'autant plus bizarre que donc j'entends assez mal l'échappement quand toutes les vitres sont fermées. Par contre, j'entends très bien le vent dès que je dépasse les 100 km/h. On a l'impression qu'il y a certains trucs qui rentrent en résonance et qui donc sont très audibles. Un détail de finition dont je ne vous avais pas encore parlé, le compteur. Donc devant moi, je ne pense pas qu'il ait de grosses particularités par rapport à une Clio normale. Vous voyez qu'il y a un petit peu de chrome. On a un cadran à aiguille qui nous donne le contour, un autre assez gros qui nous donne la réserve de carburant. Et au milieu de tout ça, un petit écran à cristaux liquides monochrome qui lui nous dit la vitesse, le rapport engagé avec la boîte de vitesse. On peut avoir conso instantané, conso moyenne, la température, l'heure. Enfin, c'est relativement complet. Voilà ce qu'on a sur cette Clio 4 RS. Bon, ce qui est quand même très appréciable avec ce moteur et cette boîte de vitesse, c'est que peu importe le mode où on se trouve, si à un moment vous avez vraiment besoin de réaccélérer, vous mettez un peu pied dedans et ça fonctionne. La reprise avec le couple qui est disponible à très bas régime est quand même très efficace. De nouveau, ça ne vous donnera pas des sensations dingues, mais en termes d'efficacité, vous allez réussir à faire un dépassement ou à vous sortir d'une situation compliquée très efficacement. Et je dépasse. Ouais, de nouveau, faut vraiment pas que je baisse les yeux pour regarder ma vitesse. À chaque fois, ça va un petit peu trop vite. Bon, d'ailleurs, j'ai pas essayé le mode manuel. Donc là, j'ai mis le mode manuel, donc les vitesses ne passeront plus toutes seules, sauf bien sûr si je fais une énorme erreur. Là, j'utilise les palettes. Donc voyons si c'est réactif. 5, 4, 3. Ah, par contre, il me semble qu'on peut pas aller jusqu'au rupteur. Au bout d'un moment, ça passe la vitesse pour vous. Faut que je réessaye ça.
Donc je me doute bien que si on descend trop bas en régime, ça va remonter d'un rapport automatiquement, tout simplement pour pas caler. La boîte de vitesse ne vous laissera pas caler. Mais c'est vrai que sur une voiture sport, on aime bien quand même pouvoir aller jusqu'au rupteur, titiller les limites si nécessaire. Allez, je repasse la 3. C'est une bonne sensation avec les palettes, hein. Ça marche plutôt bien. Là j'ai remis la 2. C'est très réactif cette boîte double embrayage, hein. Et ici on va refaire une accélération. Allez, voyons si ça peut aller jusqu'au rupteur. Non. Donc finalement, ouais, les palettes ne servent pas à grand chose, hein. Parce que si vous accélérez à fond, ça va passer les rapports pour vous. Et de mémoire, j'avais eu à peu près le même sentiment, même sur circuit à Croix-en-Ternois. Je trouvais que les palettes ne servaient pas à grand chose. Et j'arrivais à faire un meilleur temps en laissant la boîte gérer elle-même plutôt que en jouant tout seul avec. Donc peut-être qu'avec certaines techniques de pilotage, on peut affiner encore avec les palettes, je veux bien le croire. Mais pour moi, ça reste dispensable, hein. Et si vous l'utilisez essentiellement au quotidien, les palettes, vous y toucherez jamais, hein. Enfin, je pense que vous l'avez compris, hein, en termes dynamiques, cette voiture est quand même vraiment surprenante. Elle cache son jeu, elle a un look très passe-partout, de nouveau, surtout avec ce coloris noir. Il y avait quand même des coloris plus fun, hein. On pouvait l'avoir en rouge, en jaune, en vert, je crois. Là, c'est très discret. Et cette voiture, donc, comme je vous l'ai dit, elle cache son jeu, hein. Vous pouvez l'utiliser de manière tout à fait pépère, tout comme rouler comme un sauvage. C'est vraiment pas mal. Maintenant, il faut savoir que comme beaucoup de véhicules de la gamme Renault Sport, ça commence à avoir une petite cote. Bon, la Clio 4 n'est pas si ancienne que ça, mais toute la gamme Renault Sport donc n'existe plus. Et ça vaut un peu d'argent quand même. Bon, aujourd'hui, je suis dans une finition un peu spéciale. Moi, c'est une version japonaise, Lutetia RS, conduite à droite. Forcément, en France, une à conduite à droite, ça vaut moins cher qu'une normale. Donc un modèle comme celui que je vous présente, au niveau de la cote, ça vaudrait entre 8 et 10 000 en fonction du coloris, en fonction du kilométrage, en fonction des options et de l'état. Vous l'avez compris. Si vous voulez une version française, avec pas trop de kilomètres, eh bien ça vaut, je dirais, entre 15 et peut-être même parfois 25 000 si vous avez vraiment une édition rare, en parfait état, très peu de kilomètres. Mais je dirais que le prix moyen, c'est entre 15 et 20. Donc oui, ça peut sembler beaucoup, mais malheureusement, il n'y a plus d'alternative. Si vous voulez une voiture de ce genre, vous êtes contraint d'acheter de l'occasion parce que Renault ne propose plus du tout ce genre de voiture et même ses concurrents ne proposent quasiment plus ce genre de voiture. La dernière en vente, c'est peut-être la Golf GTI, mais maintenant elle a un malus qui est tellement élevé que c'est quand même très dissuasif à l'achat. Enfin voilà les amis, globalement tout ce que je pouvais vous dire sur cette Clio 4 RS, plutôt un bon véhicule. Après, il faut connaître ses avantages et ses inconvénients. Moi j'ai quand même du mal avec son côté vraiment trop passe-partout et qui manque de fun aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. J'aurais préféré quelque chose d'un peu plus tape à l'œil, un peu plus exubérant. Et même au niveau des sensations, je trouve que ça manque un tout petit peu de peps. Ça manque pas réellement de performance, hein. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo. Ça marche très bien. Mais au volant, le plaisir qu'on a n'est pas au niveau des performances. C'est plus performant que ce que ça donne de plaisir. C'est un peu dommage, de nouveau. J'insiste là-dessus, mais c'est pour moi peut-être le plus gros défaut de la voiture. Après, tout à l'heure, je disais que le freinage n'était pas fou par rapport à mon souvenir, mais c'est vrai que lorsque je l'avais testé sur circuit en version Trophy, la voiture était équipée de plaquettes pour la piste. Donc forcément, elle avait tout le système de freinage qui était amélioré et conçu pour répondre pour la piste,
c'était plus un système équivalent à ce qu'on a sur route. Je suppose que parmi vous, il y en a un bon nombre qui ont déjà essayé cette voiture, ou peut-être même possédé, que ce soit en version normale, en version trophy, ou enfin peu importe. N'hésitez pas à nous donner votre retour d'expérience, si vous avez rencontré des problèmes, si oui lesquels. Donnez-nous aussi quelques conseils qui pourraient être utiles si on se désire faire l'achat de ce véhicule, qu'est-ce qu'il faut surveiller en priorité. J'ai pas trouvé de gros témoignages qui diraient qu'il y a des lacunes énormes sur ce véhicule. Ça semble être relativement fiable. D'ailleurs, il est vrai qu'on voit pas mal d'annonces maintenant où les voitures ont quand même beaucoup de kilomètres. Je tiens de nouveau à remercier Laurent qui m'a prêté ce véhicule une fois de plus afin que je puisse vous le présenter. C'est lui qui m'a prêté une bonne partie de toutes les Clio que je vous ai présentées, peut-être même toutes, ce serait à vérifier. Donc merci à lui. Je tiens à repréciser également que sur ma chaîne, tous les tests sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si vous avez un véhicule que vous aimeriez que je présente en vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, pas très loin de Rouen. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un pouce vers le haut, à la partager sur les différents réseaux sociaux et abonnez-vous. Vu que j'ai déjà testé, comme je vous l'ai dit, un bon nombre d'autres voitures, vous pouvez trouver un peu de tout. Il y a de la française, de l'américaine, de la japonaise, de l'italienne, il y a de tout. Allez, abonnez-vous et comme ça on se retrouve très bientôt dès la publication du prochain test. Ve à tous. Finalement, je pense que la meilleure configuration pour cette voiture, ça doit être la version Trophy en finition, comment ils appellent ça, jaune Sirius, je crois que c'est ça le nom de la couleur. Un très joli jaune, un peu doré. Et là, je pense qu'on a le meilleur pour cette Clio 4.